C'est surtout une association. C'est Ila Souria dont je vais parler en 2 mots. Alors c'est vrai qu'on a un petit décalage de juste 35 minutes. Donc moi je vais essayer de faire le plus court possible. Déjà revenir. Alors, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte de formation, enseignant-chercheur, français, syrien et martiniquais. Si vous voulez vous mélanger tout ça, j'ai trois identités. Je suis 300%. Voilà. Mais en ce moment je suis syrien. Voilà. Et personne n'est plus syrien que moi. Voilà, point. Pour ne pas revenir encore, et je m'excuse si tout à l'heure ma réponse à un ami et compatriote nous a quittés d'ailleurs, a été peut-être un peu véhémente. Voilà. Donc Ila Souria, comme le disait monsieur le doyen, donc Giovanni de Paoli hier, est né ici là, dans cette faculté de l'aménagement, il y a de cela un an et des poussières. Et c'est vrai que déjà à l'époque, on se demandait, quand on a eu l'idée de travailler sur cette réflexion, on est bien d'accord, nous travaillons sur la réflexion. Parce qu'encore, il y a encore des gens qui disent Ila Souria travaille sur la reconstruction. Non, nous ne sommes ni promoteurs, nous n'avons pas des fonds qataris ou autres, ou chinois ou russes, ou je sais pas. Enfin, non, on ne va rien reconstruire. Sinon, peut-être, dans les 10, 20, 30 années, on revient à ce projet d'université populaire. Peut-être des esprits libres, des esprits critiques, comme monsieur le soulignait. Et je crois que ça, c'est le combat essentiel. Donc voilà, donc on a monté cette association à but non lucratif, donc, qui a été fondée en février 2013, avec, donc j'étais l'initiateur et 2 autres personnes m'ont suivi et sont encore là. D'ailleurs, notre photographe en ce moment, Nivini Bèche, Irène Labéry, qui aurait dû être aussi avec nous, mais pour des raisons familiales, n'a pas pu venir à Montréal. Et puis un autre groupe, donc on est une douzaine de personnes à œuvrer dans cette association. Et donc, le thème générique de notre projet donc de colloque que l'on veut biannuel, qui est reconstruction au pluriel, virgule, immatériel et matériel, avec un point d'interrogation. Donc on est bien d'accord, nous sommes dans l'interrogation, nous sommes dans les questionnements, et toute cette série de conférences auxquelles vous avez assisté aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, ce sont des questionnements qui viennent s'ajouter à des questionnements. Nous n'avons aucune réponse, et je comprends que certains Syriens soient outrés, blessés, parce que, voilà, oui, nos compatriotes en ce moment meurent sous les bombes, voilà, ceux-ci sont violés. Enfin, bien sûr, mais je répète encore, ce n'est pas le propos essentiel, bien sûr que c'est l'essentiel, c'est l'essence même de toute vie, de toute dignité humaine. Mais nous sommes vraiment dans un autre créneau. Quand je dis nous sommes fondés au départ entre vraiment universitaire, pédagogue, et ce projet d'université populaire est venu petit à petit. C'est-à-dire que quand on a monté, on a organisé le premier colloque à l'Institut du monde arabe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre site internet, vous pouvez aller sur ilasouria.org et vous trouverez toutes les archives, puisque bien sûr l'intérêt de ces rencontres, de ces échanges, c'est pas de se retrouver entre nous durant 3 sessions comme maintenant à Montréal. Bien sûr, c'était passionnant, c'était magnifique, mais on est d'accord que c'est surtout, et on a un petit slogan publicitaire, c'est avec, pour et par les Syriens. Donc voilà, et toutes les personnes qui sont ici, et comme disait Nivien tout à l'heure, je pense que nous sommes tous justement Syriens, quelle que soit notre nationalité, au moment où nous intervenons, où nous agissons, même si ce n'est pas directement pour l'instant. Et donc voilà, toutes ces traces donc, sont accessibles sur notre site internet. Les actes ont été publiés en français, ont été traduits en arabe, ont été relayés sur le terrain. Les vidéos, pareil, ont été toutes. Donc le premier colloque, il y a 23 conférences, tout est accessible sur notre site et sur une chaîne YouTube, donc Ila Souria, et aussi doublé en arabe, pareil, qui a été relayé sur le terrain. Et on voit d'ailleurs sur YouTube qui a visionné ces vidéos. Donc il y a des gens qui sont à Halep, à Idlib, à Daraa, qui ont pu visionner, qui ont pu voir, qui ont pu avoir accès à des gens qui ont parlé de droits, qui ont parlé de droits des minorités. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Déjà, moi, à Lima, il y a quelques mois, quand CV Aïdine Izouli nous a parlé de droit, d'un état de droit, je découvrais ce que c'était. Moi qui suis né en France et qui ai vécu la grande partie de ma vie en France, un état de droit. Donc je vous laisse imaginer en Syrie parler d'état de droit. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, donc tout ça est bien archivé, bien accessible. Donc autant dans le premier colloque, nous étions dans un état des lieux, et on avait 5 sessions, donc c'était quand même plus important en termes de sessions et de conférenciers, 23 conférenciers, 5 sessions. Là, on a abordé des domaines matériel en archéologie, patrimoine, en architecture et urbanisme, et puis après immatériel, on a parlé de société civile, d'État, avec les problématiques donc, qui allaient avec, et puis on a parlé de reconstruction intellectuelle.
Donc on a parlé de médias, de journalisme, de littérature, voilà, etc. Et on a fini par un débat politique sur quel avenir politique pour la Syrie de demain. Et d'ailleurs, Salam Kawakbi, que je remercie de sa présence aujourd'hui, puisque nous l'avons invité à participer il y a 2 jours à un colloque à l'UQAM, à la chaire Raoul Dandurand, donc sur les printemps arabes, était d'ailleurs le modérateur de cette 5e session à Lima. Et voilà, donc on a jugé utile, intéressant justement de passer à ce 2e colloque avec ces 2 thématiques, donc la thématique principale à laquelle vous avez pu assister entre hier et aujourd'hui, donc hier après-midi ce matin, donc ces expériences passées de ville en reconstruction. Donc c'est vrai que beaucoup aussi, je répète, je le comprends, des Syriens s'attendaient à avoir des réponses, comment on applique ceci à nous, comment on peut avoir les réponses à ci, à ça. Ben, si on les avait, si c'était aussi simple, on pourrait effectivement aller tout de suite les appliquer, dire aux propriétaires des lieux, excuse-nous, mais on voudrait appliquer quelques solutions, si tu le permets. Le problème, c'est que ce n'est pas très, très possible, vous le savez. Donc voilà, donc c'est vraiment... nous, c'était alimenter, quand je dis nous, je répète, donc cette association et la Souria, pour la Syrie, et là, je vais vous parler en 2 mots, donc des projets à venir. Pour nous, tous ces contenus, donc toutes ces conférences, donc là, pareil pour ce 2e colloque, les actes des conférenciers, donc ils vont nous remettre leurs articles le vendredi 11 avril au plus tard. Donc, c'est dans une semaine. Et donc seront pareils, publiés en format papier, donc en français, traduits en arabe, seront accessibles sur notre site internet à tout le monde, voilà, téléchargeables en format PDF. Justement, c'est pour ces échanges, c'est pour ces relais sur le terrain. Et quand on a eu cette idée qui est vraiment, qui est en train de germer, même nous ne savons pas où nous allons. Quand on parle d'université populaire, la preuve, vous n'avez qu'à voir, ce n'est même pas populaire, c'est Popualia. Donc c'est pour vous dire à quel point nous sommes encore hésitants. Ça, c'est pour pallier mon erreur de frappe. Justement, nous voulions entendre ces différentes expériences qui sont tellement diverses et variées, mais qui reviennent, je veux dire, à l'essence même donc de toute autonomie d'esprit, de toute liberté, de toute... vraiment, c'est la révolution essentielle, parce que quelqu'un me disait tout à l'heure à la Poste Café, oui, mais t'inquiète pas, tu peux aller à Damas, pas de problème, tu n'es pas en danger par rapport à... Je dis, bah, excuse-moi, mais je pense qu'au contraire, ce que nous avons la prétention, l'ambition de réaliser, et je reviens à l'acte de foi dont parlait Raymond quand on s'était rencontrés, au contraire, je crois que nous sommes aussi en danger, parce que ce à quoi on touche, c'est ce à quoi le régime actuel, depuis 43 ans, fait. Enfin, l'anti-acte, c'est celui qui veut parler, s'exprimer, mais on sait qu'est-ce qui lui arrive souvent, on va dire. Voilà. Donc, c'était pour nous, ces échanges sont des pistes de réflexion. Pour nous, entre nous, sont aussi, et aussi, surtout, j'ai envie de dire, des réseaux que nous mettons en place. Donc là, quand je disais, et je remerciais donc Mme Tardieu, j'espère qu'elle n'a pas été trop agressée par notre ami, je lui disais, voilà, nous espérons, et d'ailleurs on avait discuté, bien sûr, on sait qu'on est encore très loin d'un partenariat direct, mais j'espère qu'un jour, il y aura une université populaire Carmonde en Syrie, j'espère, dans 5, dans 10, dans 15 ans, je ne sais pas. J'espère qu'avec le Centre Saint-Pierre, nous pourrons profiter de votre formation de formateur. Et bien sûr, venir, par exemple, quelqu'un disait, comment peut-on faire? Mais c'est simple, on va voir avec le Centre Saint-Pierre comment forme-t-on un formateur en éducation populaire, qui est québéco-syrien ou québécois ou montréalais ou je ne sais pas quoi, et qui veut aller en Syrie un jour pour œuvrer avec nous. Avec l'Institut Paulo Freire, pareil. Un de nos projets, et vous pouvez le voir sur notre site, on a une maison d'édition. On a aussi cette prétention, cette ambition, l'édition ILA. Et un des projets, d'ailleurs, nous sommes avec le fils cadet de Paulo Freire, l'autre Cardès, en train de négocier les droits d'auteur, gracieusement, pour justement traduire en arabe la pédagogie de l'autonomie, qui pour nous est vraiment, j'insiste là-dessus, toute personne qui ne connaîtrait pas cet ouvrage de référence, il faut absolument l'avoir lu une fois dans sa vie. Je veux dire, ça, c'est tellement évident. Enfin, voilà. Donc voilà encore projet. Donc, etc. Avec Pierre, on discutait dès le départ, et je crois que c'est ce qui m'avait beaucoup interpellé, et les autres personnes d'Ila Souria aussi, c'était ça, c'était les échanges éducateurs populaires enfants, d'un quartier à un quartier, ces micro-projets, dans ces micro-sociétés, etc., etc. Et voilà, donc demain, savoir comment le quartier de la Croix-Rousse pourra aller à Edleb, dans un petit quartier d'Edleb ou de Dara, etc., etc. Donc voilà. Donc, cette deuxième thématique de l'université populaire, je répète, pour nous est vraiment en train de germer, et on est encore très loin.
nous n'avons, et c'est vrai que le titre peut paraître un peu pompeux, et peut-être que la personne en question tout à l'heure s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter une université, il y aura des bâtiments, mais pas du tout, pas du tout. Si je vous disais le budget d'Ila Souria, d'ailleurs tout à l'heure vous allez voir les remerciements aux partenaires, ils sont 3. Et voilà, on a très peu de moyens, nous sommes très modestes, mais géniaux, comme dirait une célèbre émission de radio, je ne sais pas si vous connaissez, donc Isabelle Mermet, voilà. Et, mais à notre échelle. À notre échelle. Donc là, par exemple, nous, moi, spécifiquement, là, dans 1 mois et demi, je partirai autant dans des camps, dans certains camps qu'en Syrie, dans certains territoires, pour faire, par exemple, dans mon domaine. Moi, je suis enseignant en architecture, je ferai un petit workshop pour 10 étudiants, 15 étudiants. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. J'entretiendrai à ces personnes qui n'ont pas quitté la Syrie, parce que là, je crois qu'un des grands problèmes de la Syrie aujourd'hui, c'est cette hémorragie humaine. Bien sûr les tuer, bien sûr les violer, mais qui pourrait ne pas dire que... Mais aujourd'hui, excusez-moi, sur les 22 millions d'habitants, je ne sais même plus combien il y en a qui sont chez eux, à part le centre de Damas, à la Taquille, à Tartous, où j'ai ma famille. J'appelle d'ailleurs Tartous la principauté de Monaco. Donc voilà, quoi. À part ces trois villes, je me demande il y a combien de millions de personnes syriens qui sont encore chez eux, combien ont fui les camps de réfugiés dans les pays limitrophes, toute cette jeunesse, tous ces étudiants qui sont plus en université ou qui ont fui, pour ceux qui ont pu, qui sont d'ailleurs accueillis par des initiatives d'associations françaises fort remarquables. Mais nous, on se dit, mais il faudrait peut-être aussi dans le sens inverse, il faudrait aller vers eux. Parce qu'il y a des étudiants en architecture, bon, je parle de mon domaine, hein. Il y a de jeunes diplômés en architecture qui ont monté, par exemple, un syndicat à Alep, ils ont monté un syndicat libre. Donc ce qu'on pourrait appeler, c'est un nom des architectes, ils ont monté un syndicat libre des architectes, des jeunes architectes diplômés. Et ils essayent de faire comme ils peuvent. Mais ils sont complètement abandonnés, complètement abandonnés. Donc nous, la prétention, l'ambition qu'on a, c'est justement petit à petit, là, en mai, on va faire une sorte de repérage, un état des lieux, pour qu'en juillet, août, nous puissions aller avec justement des personnes qui ont participé aux différents colloques d'Ila Souria, et je pourrais vous en citer du premier colloque, qui sont archéologues, sociologues, économistes, qui sont prêts à aller sur le terrain, autant dans les camps de réfugiés que dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les territoires libérés, pour, voilà, juste entretenir cette petite flamme, juste parler de leur expérience, juste dire que, voilà, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, donc je vous dis, répète, donc pour ceux qui ne sont pas inscrits à notre fameuse infolettre, comme on dit ici, je vous incite à aller sur ilasouria.org, contact, vous inscrivez pour savoir justement quelles seront nos actions, nos actualités qui vont arriver vraiment très très vite. Donc je vous dis, mais ça sera un repérage et vraiment on va agir réellement en juillet, août. Donc ça sera pour les premières interventions concrètes, réelles, avec tous ces contenus universitaires, scientifiques qu'on a sous la main. Et donc vous serez tenu au courant donc par un exemple. J'ai envie de dire concret, on peut dire concret. J'ai réalisé, et là je tiens à nouveau à remercier Giovanni De Paoli, donc le doyen de la faculté, la directrice de l'école de design, Fabienne Munch, qui est quelque part là-bas, au fond de la salle, et une collègue, donc enseignante-chercheur, professeur donc, de cette école, donc Thiou Polma, avec qui nous avons proposé donc à la faculté de faire un workshop en design humanitaire. Alors, qu'est-ce que le design humanitaire? Je vais vous montrer deux images là, tout à l'heure. Et on a pris comme terrain d'action le camp de Zaatari. Donc, le camp de Zaatari en Jordanie. Ça aussi, je vous montrerai deux images. Je pense que tout le monde connaît, hélas, ce camp. Et donc, voilà. Donc, là, je vais vous montrer quelques images. Donc, j'ai un PowerPoint qui va aller très, très vite. Et c'est l'amorce d'une action que nous espérons possible avec des suites. Et Thiou, je t'invite à t'approcher du micro. Qui est là, voilà. Donc Thiou va vous donner ses impressions de cette expérience qu'on a eue. Donc voilà, ce qui est tout récent puisqu'on a fait la présentation. Alors, bonjour, je vous adresse un peu comme ça. C'est avec une certaine fierté que je vous adresse avec quelques pensées sur notre atelier. Peut-être un peu, juste 30 secondes de mots avant que je commence. Je suis un de ces étudiants qui était influencé par Monsieur Frière. J'ai fait mon doctorat en philosophie à McGill et je viens de presque 33 ans de pratique en design intérieur, mais c'est pas design intérieur comme vous le connaissez. C'est le design intérieur basé sur les fondements de comprendre l'être humain dans son état, la vécu humaine, le voix des personnes et comment on peut mieux faire
dans le monde par le design innovateur. Et voilà, donc avec Claude, on a embarqué dans un petit atelier. Donc on a le but de ce workshop. Écoute, on a fait ça ensemble avec Claude, mais l'enthousiasme et l'engagement des étudiants était évident dès le départ. Le but de ce workshop atelier était de faire les étudiants comprendre l'état des personnes en camp de Jordanie, penser le design autrement et comment faire de l'action de façon durable dans les conditions imaginables pour ces personnes vulnérables dans une situation hors leur contrôle. Comment le faire? Je peux peut-être tirer un peu de les mots dits plus tôt. C'était surtout avec le dialogue. C'était surtout en faisant les étudiants comprendre c'est quoi l'expérience pour un être humain dans ce genre de situation. Et un peu tiré de mes propres expériences aussi à moi, comment les designers utilisent le dialogue avec les personnes, avec les usagers, avec toutes les personnes qui sont dans cet état. Et on dit en anglais, on parle ça comme on fait de ce que je dis, aesthetic conversational meaning making. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants? Surtout, les étudiants, les objectifs sont revenus. Il y avait 34 groupes que nous avons créés avec 90 étudiants, plus ou moins. Et les objectifs que les étudiants ont déterminés étaient de changer la vie des personnes affectées par cette crise, donner des façons esthétiques, fonctionnelles, économiques et durables de réaliser des aspects très quotidiens de leur vie à travers des projets potentiellement réalisables, d'offrir surtout aux hommes, aux femmes, aux hommes, aux enfants et en famille affectés par leur situation de crise, des possibilités, des éléments de joie, de survie, de capacité de voir leur état autrement à travers tous les 5 sens. Nous avons aidé les étudiants, j'espère, on a aidé, vous allez voir, à réaliser le potentiel de leur outil de design autrement et comment ils et elles peuvent devenir des catalyseurs de transformation à travers leurs propositions. De leur faire sensibiliser de l'état des camps de Jordanie a fait en sorte que tous les étudiants avaient envie de développer des idées créatives et innovatrices, mais aussi pratiques et réalisables dans une perspective d'empathie incroyable et dans une très courte période de temps. Je pense, Claude, je peux te retourner la parole. Merci. On peut Merci. quelques projets? Absolument. Merci, Thio. Alors, juste deux slides pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que le design humanitaire? Donc, je vous montre un projet qui, moi, me paraît très révélateur. Afrique du Sud, des enfants qui passent des fois une matinée entière à parcourir 3 kilomètres pour porter de l'eau potable pour leur famille, et qui, à cause de ça, ne peuvent pas aller à l'école, par exemple. Et de jeunes designers, alors là, je m'en veux, moi qui dis aux étudiants qu'il faut toujours mettre la référence, donc j'oublie le nom, mais vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc, on créé cet objet, le Coudroom. Voilà, donc c'est une roue baril qui peut contenir 75 litres d'eau. Et d'un coup, cet objet devient ceci pour les enfants. Voilà, ça devient ludique, ça devient un jeu. Et ces enfants qui prenaient, bon là on voit des garçons, mais c'est surtout des filles en fait qui avaient cette tâche et qui n'allaient plus à l'école du tout parce qu'il y avait ça à faire toute la journée. Donc elles faisaient des allers-retours. Elles faisaient plus un aller-retour dans la journée, voilà, et ça leur permettait d'aller à l'école. Bon, voilà un exemple de design humanitaire. Donc je pense que ça c'est assez révélateur. Donc nous, avec TU, on a soumis aux étudiants ce camp de Zaatari. Je pense que d'ici dans la salle, tout le monde, hélas, connaît ce camp maintenant qui est tristement célèbre, un des plus grands camps de réfugiés au monde, sinon le plus grand, puisqu'aujourd'hui, c'est 160 000 Syriens qui y vivent. Le gouvernement libanais, il y a 4 jours, a sorti un décret au niveau d'une loi d'urbanisme pour que ce camp devienne une ville. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. J'ai dit quoi? Liban, Jordanie, pardon, autant pour moi, Jordanie. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Voilà, puisqu'on sait, d'après les statistiques ONU, UNICEF, qu'un réfugié qui rentre dans un camp, en moyenne, il passe 13 ans. Ça, c'est la moyenne. Je n'ose vous dire les camps de réfugiés palestiniens. N'en parlons pas. En Syrie, au Liban, justement, bien sûr. Donc voilà, le gouvernement décidément, jordanien,
a pris la décision de dire que ça sera une ville. Donc voilà, il y aura tous les règlements d'urbanisme appliqués à Man ou ailleurs seront appliqués là. Donc voilà, on leur a soumis ce camp de Zaatari, donc je vous disais tristement célèbre, avec des conditions de vie que l'on imagine à peine. Et d'ailleurs ici, pour les Québécois, pour les étudiants qui participaient à ce projet, je leur donnais, pour les Québécois dans la salle, les Montréalais, je leur donnais comme idée de grandeur, c'est l'équivalent de la population de la ville de Longueuil, là, qui est juste en face, là, au sud. Ouais. Et ici, ils sont sur 4 km². Et à Longueuil, l'équivalent de cette population sont sur un territoire 40 fois plus grand. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, et les conditions de vie. Bon, voilà. Et donc, ces étudiants ont planché sur un temps très court. Il faut savoir que Thiou et moi, ça c'est vraiment très important à souligner, ce sont On a fait l'intro en mois de janvier, puis par la suite, on est revenu et on a fait en 3 semaines. 3 semaines. À l'intérieur de 3 heures de temps pour les étudiants qui travaillent en groupe. Voilà. Donc, on a fait une tour dans le matin, il y avait 17 groupes, dans l'après-midi, 16 groupes. Donc c'était vraiment très 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 court. C'était en plus, il faut revenir au fait que c'était des premières et des deuxièmes années. Donc c'est quand même des étudiants qui sont jeunes, peu d'expérience, temps court. Donc Thiou vous le dit. En janvier, on leur a fait une présentation justement. Qu'est-ce que le design humanitaire, la situation en Syrie, le camp de Zaatari sur deux sessions, 2 jours, enfin 2 jours, 2 fois 3 heures pour chaque année. Et en mars, là, donc là, vous voyez, 11, 18 et 25 mars, nous avions donc, comme disait Thiou, près de 90 étudiants, 34 projets. Et imaginez que Thiou et moi, on les encadrait 5 à 10 minutes seulement par projet. Donc c'était très 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 court. Donc ils ont eu 3 fois 5 minutes d'encadrement, on va dire. Et donc voilà, donc dans des conditions, j'ai envie de dire, c'était un cours, c'est vrai pour l'intitulé, mais dans des conditions d'atelier où on se retrouvait par groupe, à échanger, à nous montrer des croquis, des esquisses, des intentions, etc. Et donc voilà, donc vous voyez un peu le cadre. Et donc le 1er avril, donc c'est tout récent, donc c'était mardi, nous avons eu le rendu de ces 34 projets, donc le matin pour les premières années, l'après-midi pour les deuxièmes années, donc voilà, vous voyez, très studieux, en compagnie de Giovanni, donc qui était présent, voilà. Et là, je vais vous montrer quelques projets, parce que c'est vrai que le temps, là, on l'a explosé, on va passer la soirée ensemble d'ailleurs. Et donc, quelques projets. Donc voilà un premier qui s'appelle Pie d'Espoir. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur l'abri, en tant que que refuge, qu'habitat, etc. Et vous allez voir la diversité des projets. Alors, la petite contrainte qu'ils avaient, en plus du temps, etc., c'est qu'ils avaient droit à 3 slides par équipe, par projet. Donc, il fallait qu'ils condensent toutes leurs idées, toutes leurs intentions dans 3 slides. Et là, je vais vous montrer juste quelques projets. Nous avons choisi juste deux slides, sachant que les projets que je vous montre sont on va dire, les présélectionnés pour la suite dont je vais vous parler. Donc voilà, on a un projet, par exemple, Sajadat Hamel, donc le tapis d'espoir, où 3 étudiantes ont appris à tricoter. Il y en a une qui s'est vraiment mise au tricot, elle n'avait jamais tricoté de sa vie, une jeune de... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mets-toi en micro. Viens au micro. Viens au micro. Pour que tu sois enregistré et archivé. Oui, je peux juste peut-être ajouter que, par exemple, dans ce cas-ci, c'était vraiment un projet fort intéressant. Il y avait une de nos étudiants qui vient si on veut, d'une première discipline de sciences de l'infirmière. Donc, il y avait tout un intérêt ici pour la groupe de comment faire coudre, oui, mais aussi que la notion de coudre des sacs de plastique qui sont partout dans ce genre d'environnement-là et le tourner dans des produits et que c'est un comment dire en anglais, un empowerment et que et c'était vraiment formidable donc et que c'est vraiment quelque chose qui est réalisé et qu'ils ont toutes pensé même la façon que ça peut être mise en entreprise si on peut dire sur le terrain à Jordanie, ils étaient prêts à même aller là cet été et commencer. Donc vraiment, et Claude a mentionné, oui, c'était 3 cours, et oui, c'était court le temps, mais aussi on avait tout un engagement par Internet, des échanges, des discussions. Donc, il y avait toute une vie autour de ce que vous voyez dans les divers sujets. L'autre chose, je veux juste ajouter très très rapidement, c'est que on voit beaucoup, les étudiants étaient très interpellés, surtout par les enfants, les femmes, la manque de sécurité, le noir. On parle beaucoup de lumière, de technologie, mais eux, ils trouvaient des moyens d'utiliser les technologies qui sont là,
qui existent dans les réalités de ce camp. Et ça, c'est intéressant. Presque toutes les solutions sont durables, réalisables et faites ils ont regardé le camp, ils ont vu les choses, les images, et ils étaient complètement bouleversés, aussi inspirés en même temps. Alors, c'était Absolument. vraiment Ben, intéressant. pour aller dans ton sens, donc le premier, vous avez compris, elle recyclait donc de toutes les matières plastiques, les sachets, etc., pour en faire des objets, pour créer des communautés qui vont vendre ces produits, un commerce équitable, etc., etc. Une deuxième équipe travaille, vous voyez, donc sur la récupération de tissus pour justement mettre un peu de couleur dans ce camp, vous voyez, full à couleur. Aussi ces tissus, bon, la référence est très, on va dire, africaine, voilà, qui pouvaient servir à voilà, donc, etc., etc. Donc, je vais aller un peu plus vite. D'autres sont penchés sur la question de donc inspiration. C'est quand on a des tentes qui sont endommagées ou lacérées, voilà. Et elle, c'était une sorte de rustine, donc c'est des tapis qu'on peut découper à la dimension de la fente, voilà, où on colle. Et ce tapis a des éléments fluorescents, vous savez, comme ceux qu'on met dans la chambre des enfants, voilà. Ouais, donc c'était vraiment. Et Claude, peut-être juste celui-là pour dire que au cœur de la préoccupation ici, c'était la nuit et en anglais on dit the fear of children at night. Alors ça c'était au cœur de la solution qui est technologique, qui est un point de façon de réparer, mais aussi de donner une autre façon de voir l'environnement dans lequel il existe. Donc c'était vraiment aussi des petites choses. Il faut nuancer les contextes parce qu'on comprend d'où viennent les idées, les propositions. Donc voilà, bon, je vais vraiment aller très vite. Chamal, donc ce fameux vent du nord de la région, où ils se sont penchés sur des sortes de membranes pour protéger les entrées des tentes, pour créer des espaces de refuge, de protection. Donc, vous voyez, donc c'est ça, de jour, de nuit. D'autres se sont penchés sur la récupération en camp de matière, donc recyclée, de bouteilles avec des structures métalliques pour pouvoir faire the wall. Donc des murs qui feraient différents types d'abris, différents, enfin voilà. Vous voyez, donc on était vraiment dans plusieurs aspects, plusieurs possibilités, et comme disait Thiou, des choses qui sont vraiment réelles, parce que nous on a quand même l'expérience pour dire que oui ou non, et là c'est vraiment des projets, voilà, un projet qui s'appelle la pastille, et c'est une pastille revigorante, donc c'est une sorte de balançoire pour de petits enfants, mais en même temps cette balançoire, vous voyez, quand elle est fermée là-bas à droite, devient une sorte de boîte à rangement qui peut facilement se déplacer avec ses couleurs, enfin, etc., etc. Donc, vous voyez, donc voilà, mise en condition. Eureka. Alors, Eureka, c'est deux jeunes étudiantes qui ont été touchées par la condition des femmes dans les camps. Et par exemple, ils ont lu un article qu'on leur avait envoyé sur des femmes. Il y a des violences sexuelles, il y a des femmes violées dans ce camp de Zaatari, et qui n'osent même plus aller la nuit aux toilettes qui sont juste à 50 mètres, quoi. Et donc, elles ont travaillé sur Eureka, donc un urinoir pour femmes, vous voyez. Et par exemple, ce projet-là, elles sont prêtes à y aller. Et nous, je vous en parlais, on a des partenariats possibles ici au Canada pour justement monter avec l'Université de Montréal, la faculté de l'aménagement, ces étudiants, ces enseignants en question, ce cadre pour amener ces étudiants pour aller justement travailler avec les femmes syriennes dans les camps. Pas leur amener un objet tout fait, tout fini, pas du tout. Là, c'est à peine des esquisses. Bon, j'accélère et je finis par un des projets, on va dire, poétiques, où ils voulaient, c'est trois étudiantes qui voulaient offrir une orange à chaque réfugié qui arrivait, symboliquement, et le plan d'oranger qui va avec. Et donc, la terre est bleue comme une orange, vous voyez, donc voilà. Etc., etc., etc. Et puis on finit par les enfants. Donc je pense que Garine sera encore plus touchée par cette image, comme vous tous. Et voilà. Donc je disais, les partenariats sont possibles, sont là, ils sont en place. C'est à Ottawa, c'est le ministère des Affaires étrangères, donc du Canada, avec les ambassades des pays limitrophes qui sont intéressés par ce type de projet à mener dans les camps de réfugiés. C'est le CDRI, donc le Centre de développement pour la recherche internationale, qui aussi est interpellé par cette question. On a aussi des contacts d'ONG en France et en Europe. Et justement, donc on est en train de voir donc comment monter cette équipe, donc avec Thiou, avec Fabienne, avec Giovanni. Donc je répète et je vous donne les grandes lignes de Ila Souria à venir. Ça sera. Donc, on a déjà Ila Souria 03 qui est programmé. Ça sera en juin. Donc, on aura 4 tables rondes avec l'Institut des cultures d'islam. Donc, ce n'est pas un colloque. Là, c'est pas colloque, c'est Ila Souria.03. Et donc, on a 4 tables rondes. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez déjà voir le programme sous le principe de 2 intervenants et un modérateur. Donc, là, ils ont vraiment le temps, ils ont 2 heures
pour échanger avec l'assistance. Et là, on a déjà 3 thématiques donc, qui sont définies. Vous pouvez voir les différents invités à 90% syriennes et syriens. Patrimoine et construction identitaire, pour commencer. Après, nous allons parler de culture émergente et politique. Le tome 1, c'est art de l'image. Le tome 2, c'est spectacle vivant, pardon. Et nous allons finir par religion et politique. Ça, c'est pour donc, Ila Souria 03, donc en juin, les 4 samedis de juin. Et en octobre, nous espérons, à Paris, Institut des cultures d'islam, à Paris, absolument. Et en octobre, nous espérons donc poursuivre les colloques Ila Souria. Donc, je disais que c'est un rythme biannuel, donc on veut faire du printemps-automne chaque année. Donc, on espère faire en octobre à Beyrouth. Les contacts sont pris, les partenaires sont trouvés. Vous imaginez qu'on n'aura pas trop de problèmes à trouver des intervenants sur notre thématique à Beyrouth. Donc voilà. Maintenant, pour des questions essentiellement politiques, certains partenaires ne veulent pas trop apparaître pour l'instant. Ils attendent de voir ce qui va encore pouvoir se passer en Syrie, au Liban, etc., etc. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment des projets concrets. Et donc, entre-temps, je vous disais, là, très prochainement, nous allons partir sur le terrain, Ila Souria, donc en mai. Donc, c'est vraiment dans un mois et des poussières pour les repérages. Et comme je vous disais, donc, je vous incite à vous inscrire à notre infolettre qui va vraiment être publiée toutes les semaines, toutes les 2 semaines maximum, pour vous dire donc, où est-ce qu'on en est avec justement les actes de ces colloques, donc je vous disais donc, du colloque Ila Souria 02, qui vont être publiés en français et en arabe. Je finis par les remerciements. La faculté de l'aménagement, bien entendu, donc Université de Montréal, son doyen, Monsieur De Paoli, donc Giovanni, à qui je réitère à chaque fois les mêmes remerciements, puisque Giovanni a été vraiment au tout début du projet, il y a plus d'1 an. Il était partenaire, bien sûr, il était partenaire à l'Institut du Monde Arabe en octobre dernier. Il était coprésident de ce premier colloque. Et voilà, il nous suit fidèlement avec toute cette énergie, toute sa bonté, sa générosité. L'Observatoire Ivanhoe Cambridge, donc hier nous avions Michel Max Reynaud comme intervenant, son directeur, donc qui était donc partenaire de ce second colloque. Et puis le gouvernement du Canada, donc le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, donc à travers les 2 ambassades, l'ambassade du Canada à Paris, donc en France, donc qui nous a financé le déplacement des conférenciers donc, qui sont venus de France, et puis l'ambassade du Canada à Brasilia, pour donc la venue donc, de Paolo Freire, donc décidément ce lapsus, Paolo Freire parmi nous, de Reynaldo Mathias, pardon. Merci aux conférenciers, bien sûr, aux 13 conférenciers, bon, je ne vais pas tous les nommer, vous les avez vus. Bon, merci infiniment, votre présence pour nous est vraiment un souffle d'espoir. Ça nous donne un peu de dire, voilà, nous ne sommes pas seuls, vous êtes là avec nous, et j'espère encore plus proche bientôt. Nous saurons vous interpeller à nouveau. Merci à l'équipe de la faculté de l'aménagement, l'équipe technique, j'ai envie de dire. Là, Vincent Martin, on explose le temps, je suis vraiment désolé. Richard Ponton, merci à l'équipe administrative qui est autour de Giovanni. Je vais citer Myriam Akkad, Myrlande Félix, Guylaine Delaunay, Malika El Messaoui. Voilà, donc merci à vous. Merci aux locaux qui nous ont soutenus, qui ont participé avec nous. Youssef Choufan, c'est le visuel, entre autres, Ila Souria 02, c'est le site Ila qui a été remis à jour. Florence Olivry, Bouchra Jalabi, Hadia Sawaf, Souha Tahrani, Rouba Al-Shaher, et j'en oublie, je suis vraiment désolé. Merci, vraiment merci à vous. Merci à Salah, donc, je vous disais, donc, qui était avec nous donc, il y a 2 jours à l'UQAM et qui est avec nous maintenant. Merci à mes collègues directement, donc Nivine qui est avec nous, donc Ila Souria et Irène, donc je vous disais qui n'a pas pu venir. À Samuel, que je salue, voilà, parce qu'il m'a dit de le saluer, parce que vous savez qu'en ce moment, nous sommes retransmis en direct, donc depuis hier, donc il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde et qui voient donc, ce colloque, donc merci à eux. Et voilà, donc je les salue. Merci à vous tous, merci à vous présents aujourd'hui. C'est pas fini. Merci. Merci à tous les participants. Et j'ai envie de dire, nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous pour construire, pour reconstruire ensemble, du moins penser à ce chantier incommensurable qui nous attend sur la Syrie, à cette Syrie, à notre Syrie à tous. Voilà, merci à vous. Vraiment merci.